Voilà. Et on est assez nombreux. Très bien. C'est bien, c'est bien. Très bien. Rosa, mais elle était tout à l'heure présente, non? Du coup, moi, par rapport à Rosa, je sais pas, elle était tout à l'heure présente dans l'autre cours, donc normalement, elle est bien inscrite. Je vais vérifier. Ouais, pour moi, elle est inscrite, hein. Euh, Peut-être que il y a un autre souci. Parce que je l'invite aussi. On va voir. Moi, elle n'est pas connectée, je pense. Je vais voir. Je vais voir si dans l'équipe. Voilà, on est là. Mais c'est vraiment bizarre que Rose, elle n'arrive pas à accéder. Parce que tout à l'heure, elle était bien présente.
qu'est-ce que je peux faire? Là, je pense que si elle n'est pas encore dans la salle, si elle n'est pas encore dans la salle, je sais pas ce que je peux faire. Hmm. Non, pas de souci, on n'a pas encore commencé. Euh, je veux partager mon écran pour que vous voyez, en fait. Euh, bon, vous allez voir qui est sur l'équipe. Hmm. Sur l'équipe Rosa, elle est bien ajoutée, vous voyez. Elle apparaît pour moi comme indisponible. Vous voyez qu'avec le truc jaune, ça fait 3 heures qu'elle était connectée. Et là même, dans les cours, dans la salle, là, je vais essayer de l'appeler là. Voilà. Et là, elle est là, mais appel en cours. Voilà, elle n'est plus là. Donc, peut-être que si elle peut essayer de réinitialiser son ordi, ça pourrait être pas mal. Voilà. Sinon, à part ça, je peux pas faire. Parce que vous voyez, tout le monde qui est là est connecté. Vous voyez le symbole rouge à côté. Voilà, parce qu'il est avec nous. Il a sait que son vert mec sont là, de toute façon. Donc, si la personne est marquée comme vert, je peux l'inviter et elle peut rentrer. Mais si elle n'est pas marquée, je fais l'appel et ça ne change pas grand-chose. Okay. Bon. Sinon, elle peut aussi m'envoyer un message sur les chats, sur Microsoft Teams ici. Vous voyez conversation, elle peut m'écrire. Euh, je vais encore une fois essayer. Non. Donc voilà. Laisse-moi la bien dans les groupes. Hmm. À part les demander de réinitialiser soit son portable, soit son ordinateur, là je peux rien faire d'autre. Vous avez vu quand même qu'elle est bien inscrite, que j'ai tous les moyens que j'ai pour faire fonctionner la connexion, j'ai les essayés. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Juste une minute que je vais ouvrir votre cours.
Ah oui, c'est une bonne idée, Thomas, de celle-là, de peut-être aller dans une autre salle. Elle peut peut-être euh, s'y connecter, faire un essai et après revenir. C'est effectivement une bonne idée. Je vais essayer de l'inviter encore une fois. Mais c'est dingue qu'elle ne reçoit pas mes invitations. Ah oui, d'accord. Oh oui, oui, oui. Oui, c'est possible. C'est possible qu'elle se trompe de salle. Euh, mais après, je peux vérifier. Je peux vérifier si personne n'est connecté dans notre groupe. Mais je trouve ça vraiment bizarre parce que tout à l'heure, elle était connectée dans notre groupe, dans notre salle. Donc, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Euh, bon, malheureusement, ah d'accord. Peut-être, je vais essayer de prendre un lien. Attendez. Je vais l'équipe. J'ai ces liens-là. J'ai ces liens. Je ne sais pas si ça peut marcher pour elle, hein, mais au cas où ça peut marcher, tant mieux. Sinon, la seule façon, vraiment, la seule chose que je peux conseiller, c'est de réinitialiser la machine. Euh, vraiment. Ou même de l'AITAN. Ah, maintenant, elle est en ligne. Maintenant, voilà. Je partage mon écran avec vous. Maintenant, allez, allez, on a réussi. Rose est là. Rose est entre nous. Euh, voilà, on a réussi. On a réussi. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Je suis content. Je suis content que Rose elle soit là. Merci à tout le monde qui était à fond là, hein, parce que c'était une vraie opération. Merci, merci à tout le monde.
Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite alors à écrire un petit mot de bonjour là sur les chats. Hein. Et au bonjour pour ceux que on a déjà eu des cours hein, ces matins. Et voilà. Si vous n'avez pas encore fait, évidemment. Comme ça, je peux contrôler votre présence. Excusez-moi, monsieur. Oui, En fait, j'ai pas d'accès à la conversation. au chat. Oui, au chat. Ça, c'est peut-être qu'il faut afficher parce que vous avez l'option de afficher les participants, après afficher la conversation et d'élever. Je ne sais pas si vous voyez l'option de lever la main, qu'il est en petite main qui fait ça. Oui, je vois, je vois. Mais juste à droite, enfin à côté de la main, quand j'appuie, il y a marqué la conversation dans les réunions de canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe. Oh là là, je vais voir si C'est parce que ça. tu es rentré dans le cours via le lien de quelqu'un et pas via l'invitation du prof. Ah, d'accord. Voilà, c'est bien. Bon, je ne savais pas. Bon, Ah, ok, merci. parfait. Bon, mais c'est pas dans ces cas-là, comme vous avez parlé et tout ça, ça reste marqué. Sinon, je peux faire autrement. Comme c'est juste vous, je peux, je peux faire autrement. Je peux faire comme ça. Voilà, moi, j'ai écrit pour vous. Comme ça, c'est fait. Votre bonjour est marqué. Bon. Euh, c'est que je peux avancer un peu. C'est que je peux avancer par rapport. Euh, J'imagine que vous avez tous fait l'activité théorie de la communication, l'exercice, hein, en vous rappelant que euh, ça finit midi. Donc, si vous n'avez pas encore fait, vous avez 5 minutes. C'est une petite liste d'exercices. Hein. Et donc là, euh, je peux accéder à des statistiques pour l'instant. Hein. Je peux vous Les dire, notes, elles sont disponibles quand, monsieur? je pense que lundi, Lundi? oui. D'accord. Mais je peux vous avancer que pour l'instant, la moyenne, hein, pour l'instant, la moyenne est de 16. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Hein. Si je ne me trompe pas, il y a eu juste 3 à 4 personnes qui n'ont pas eu, n'ont pas réussi à avoir 10. Vous voyez? Donc, n'ont pas réussi à avoir une note qui peut les aider. Mais voilà. Donc, à partir de cela, je pense que c'est quand même une réussite parce qu'on est assez nombreux. Et avoir une moyenne 16, c'est assez pas mal. Hein. Donc, voilà. Euh, de- D'accord.
Voilà, c'est pas mal, 16. En fait, c'est 15,59. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on peut, effectivement, on est assez nombreux, on peut commencer. Je suis content qu'on soit si nombreux. Hein. Donc, on peut... Oh, c'est pas là. Il n'est pas affiché. Attendez, je suis un peu perdu là. Mais c'est bien en vert là. Ben oui. Ça va aller, ça va aller. Bon, ça va aller d'une façon ou d'autre. Bon, c'est qu'on a vu la dernière fois, c'était en gros les 5 variables de Pavlov, la théorie de Pavlov. Hein. Et on a parlé des expériences que Pavlov a fait. Hein. Et c'était en enregistrement, évidemment. Et comme vous le savez, tous les cours, si une fois que les cours il est fini, je les télécharge, je les mets je les mets disponibles sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas eu accès jusqu'au présent, en fait, il suffit d'aller sur la barre de recherche sur YouTube et écrire mon nom complet, Alexandre Provence-Babo, que vous allez trouver moi. Et comme ça, vous pouvez avoir accès à tous les cours de toutes les disciplines, voilà, de tous les groupes en plus. J'ai laissé au public, j'ai pris cette décision de laisser tout public, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, les derniers cours, on a parlé, je vais récupérer la formule de Pavlov. Donc, les derniers cours, on a fait un petit récapitulatif. Hein. On a parlé de 3 types de conjugation, de théorie hypodermique, voilà. On a commencé à ajouter la partie du behaviorisme ou du comportementalisme. Hein. On voit les dates. J'ai bien essayé de marquer les dates, en fait. Vous voyez les 13 là, quand John B. Watson avait marqué exactement les débuts du behaviorisme. En 1930, quand John B. Watson a dit cette phrase, c'était une phrase assez forte, assez provocative aussi. Hein. Donc voilà. On a parlé un peu de la théorie d'Ivan Pavlov. C'était les pères de la théorie de l'apprentissage et les pères des expériences de la théorie comportementaliste, parce qu'on a vu que, en fait, lui, il ne pouvait pas. Des fois, il est considéré comme les pères de la théorie comportementaliste, mais il n'est pas les pères parce que les pères, c'était John B. Watson. Par contre, c'est que Ivan Pavlov a fait, c'était de prouver avec ses théories, ses expériences, pardon, avec ses expériences, que la théorie comportementaliste, elle était valable. Voilà. Donc, et Pavlov, il était plutôt tourné vers l'éducation, l'apprentissage et tout ça. Donc, c'est pour ça, malgré ses expériences un peu bizarres, il était surtout tourné vers l'apprentissage. Donc, c'est pour ça c'est ça qui lui fait de lui l'effet, en fait, les pères de la théorie de l'apprentissage, les pères des expériences de la théorie comportementaliste. On voit que c'est une sorte d'extinction de la théorie hypodermique, hein, et que, en gros, il voit que les effets de message. Donc voilà. On a parlé de l'expérience de Pavlov, qu'il a l'image avec les chiens, là, hein, qui avait dit que c'était un peu fort et tout ça.
mais voilà, qui récoltait la salivation du chien. On a remonté de l'expérience qu'il a fait, et cette expérience qui a fait les 5 variables de Pavlov. Voilà. Les stimulus neutres, les stimulus inconditionnels, la réponse inconditionnelle, les stimulus conditionnels et la réponse conditionnelle. Voilà. Et on a vu quelques commentaires, quelques conclusions concernant l'expérience de Pavlov. Concernant alors à la théorie de Pavlov, les 5 variables, tout ça, j'aimerais savoir si vous auriez des questions, si vous avez des doutes, voilà, quelque chose concernant cette théorie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Non. Parfait. Bon, donc, comme je pense que... je suis perdu là. Je pense que ça, c'est l'avis de tout le monde. Donc, on peut passer alors à la prochaine théorie de la communication. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle de la formule de Laswell. Oui, si vous vous souvenez bien, si vous vous souvenez bien, Laswell, en fait, Laswell, en fait, c'était les mêmes mecs qui a travaillé sur la théorie hypodermique. Donc, en fait, pendant cette époque-là, vous vous souvenez que la théorie hypodermique, on avait dit que c'était entre les deux guerres. Donc, Laszlo, il était de ce qu'on appelle de l'école de Chicago. C'était aussi l'un des grands noms de la théorie hypodermique, sinon les grands noms. Sinon les grands noms. Et il a fait une sorte de évolution de cette théorie. Donc, c'est un chercheur, c'est très intéressant son parcours, et on voit vraiment qu'il a réussi à évoluer cette théorie. De la théorie hypodermique, il a réussi à faire sortir une formule. Donc, ça, c'est déjà une troisième approche. Parce que là, on a vu la théorie hypodermique, on a vu la théorie d'Ivan Pavlov, et on a vu, là, on va voir la théorie, la formule de Laszlo, qui c'est une continuation, évidemment, de la théorie hypodermique. Donc, les contextes historiques sont presque les mêmes de la théorie hypodermique. On voit environ 1948, pardon. 1948. On voit que c'est déjà les contextes après la Seconde Guerre. La théorie hypodermique, vous voyez que c'est intéressant ça. Ivan Pavlov, en fait, il a confirmé la théorie behavioriste qui a très bien marché avec son expérience, qui a très bien marché la théorie qui a très bien marché avec la théorie hypodermique. Voilà. Donc, on peut dire que les expériences de Pavlov ont servi de justificatif pour ces premières approches de la théorie hypodermique. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la théorie hypodermique, elle vient après l'histoire pardon, la formule de Laszlo, elle vient après la Seconde Guerre. Donc voilà. Là, on parle un peu plus de Harold Laszlo, qu'en fait, il était un politologue, c'est-à-dire qu'il a fait des sciences politiques. Toutes ses études au niveau de la théorie de la communication, il était plutôt tourné vers l'étude de comment
la communication, comment pourrait se passer la communication politique, comment on pourrait rendre la communication politique plus efficient, plus efficace. Hein. Donc, lui a développé aussi dans la formule de Lesler, là, qu'on parle là maintenant, il a développé un modèle de communication qui a souligné les lacunes de la théorie précédente, qui c'est la théorie hypodermique, hein, et ces modèles qu'il a développés a contribué quand même pour surmonter les problèmes qu'on a vus de la théorie hypodermique. Mais pas tous. On va voir que ça reste toujours très, très, très compliqué. Bon, Leslie, il a particulièrement étudié aussi la campagne gouvernementale qui a fait passer l'opinion publique américaine d'une position anti-guerre à une position pro-guerre et contre l'Allemagne. Vous vous rendez compte de ça? En fait, c'est comment les médias, comment la propagande gouvernementale a fait que les gens qui étaient contre la guerre puissent devenir à faveur de la guerre. C'est dingue, parce que franchement, quand on regarde l'élection, quand on regarde les discours de Trump ou les discours de Bolsonaro, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière connerie de Bolsonaro, c'était qui avec la victoire de Biden, il a, il a menacé les États-Unis. Vous vous rendez compte de ça? Mais ça, c'est ouf. Nous, on est des cons, là, quoi. On est des cons. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez que, en fait, la division qu'il y a dans la société américaine, c'était exactement, on va dire, une conséquence hein, de la communication politique qui Trump a fait. Donc là, on voit clairement cette théorie, ces modèles en position, en action, et avec un exemple très récent. Et on va voir que cette théorie de la communication elle est très utile. Elle a commencé à vraiment apporter des innovations. Et elle est très complexe. Elle est très simple, mais en même temps très complexe, parce qu'elle va vraiment nous donner un autre aperçu de choses. Donc, juste pour faire ces contextes-là, vous imaginez, les mecs étudiaient comment les médias ont réussi à changer l'opinion publique. Donc, voilà. L'une des œuvres plus importantes de Leslie, donc, c'était Propaganda Technique in World War. C'était écrit en 1927. Encore une fois, on se souvient que la période entre les deux guerres, là, c'était la période de la théorie hypodermique. Mais en sachant que cette formule qui dessine là, ça vient après, environ 1948. Donc voilà. Et c'est exactement dans cette œuvre-là qui va développer les concepts de propagande. Donc, pour Leslie, la propagande a 4 objectifs prioritaires. Et là, franchement, si vous ne reconnaissez pas le discours de Trump, mes chers amis, c'est meilleur de quitter les cours. Je dis ça comme ça, mais voilà. Regardez bien ça. La propagande a 4 objectifs prioritaires. Mobiliser la haine contre l'ennemi à travers des histoires de grandes atrocités. C'est quoi les QAnon? Je vais écrire
sur les chats. C'est quoi les QAnon? Eux, dans cette sorte de secte, je sais pas quoi, ils croient, je sais pas, j'oublie. Bref, vous avez compris. Ils croient que, en fait, Biden, il est un pédophile qui kidnappe les enfants. Oui, et exactement ça. C'est exactement ça, Thomas. Donc, il croit que Biden, il est pédophile, qui kidnappe les enfants pour boire leur sang. Donc, c'est un truc d'ouf. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Et ils ont dit que Biden, pendant les débats politiques, a été plus en forme parce qu'il avait bu de sang des enfants. Mais, vous vous rendez compte de ça? C'est débile, quoi. C'est débile. Il est bien, c'est que les gens croient, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve... moi, j'adore les Américains. Moi, j'habitais là déjà pendant longtemps. Mais franchement, eux, sont, ils sont quoi à l'extrême, quoi. Bon. Euh, donc, on va mobiliser la haine contre l'ennemi. On voit très bien que c'est Trump, il fait ça tout le temps. Hein? Sleepy Joe, ou encore, il y a une fraude. Les systèmes est contre moi, est contre la liberté, les communismes, les socialismes. Mais franchement, les pays plus loin du socialisme et du communisme aujourd'hui, c'est les États-Unis. Hein? Donc, vous voyez, c'est tout ça. Trump, c'est qu'il fait, c'est de la propagande. Hein? Donc, maintenir l'amitié des alliés. Comment il va essayer de maintenir les deuxièmes objectifs de la propagande? Comment il va maintenir l'amitié de ses alliés? Il va faire de grands événements. Il va apparaître en train de faire sa petite danse qui fait comme ça. Hein? Donc, voilà, il va faire un peu comme ça. Mais c'est Trump, quoi. Vous voyez? Donc, va faire les comices, les machins énormes, rassembler les gens, faire des accords politiques avec la Suprême Cour. Voilà, donc c'est ça. Hein. Et on a vu que le troisième point de la propagande, c'est alors préserver l'amitié de ceux qui sont proches hein, et rechercher la coopération de ceux qui restent neutres. C'était quoi les états clés hein? Les états clés de l'élection, c'était les états où il essayait d'aller pour faire sa campagne, en gros, et essayer de récupérer les états qui étaient neutres. Ok, moi, il jugeait neutre. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Exactement, les swing states. Donc, on voit, et suivant les discours qui Trump faisait dans ces États, c'était beaucoup plus haineux, vous voyez, avec beaucoup plus de haine envers Biden et les partis de Biden, qui est les gens du discours qui fait normalement. Tout ça pour arriver au quatrième objectif de la propagande, démoraliser l'ennemi. Vous voyez, Sleepy Joe, pourquoi il mettait pas mal de surnoms sur les ennemis, sur les concurrents, entre guillemets? C'est pour essayer de les démoraliser. Ça, c'était en 1927. 1927. Vous voyez l'actualité de
je suis désolé de dire comme ça, mais est-ce que vous voyez l'actualité de cette putain de théorie? C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Donc, on a, entre guillemets, vraiment de la chance de pouvoir voir cette théorie-là en acte avec Trump. Hein? Donc, c'est énorme. C'est kiffé. C'est ça. C'est pas pour rien que la théorie hypodermique et la théorie de la formule de Lesbo, c'était des théories fondées dans l'école de Chicago. Donc, voilà. Les États-Unis et Trump, combien bon boeuf ou le boeuf américain, voilà, ça marque bien cet esprit. Bon, donc Lesher, il va définir la propagande comme la technique qui consiste à influencer l'action humaine par la manipulation de représentations en tant que symbole, à travers des rumeurs, des rapports, des images et d'autres formes de communication sociale. Vous vous souvenez qu'il y a eu un moment de la campagne de Trump qui lui-même a partagé une vidéo sur laquelle Biden, apparemment, selon comment il voulait construire l'image de Biden, touchait un enfant. Je ne sais pas si... Regardez comment il touche l'enfant. Regardez, voilà. C'est un peu comme ça que, du coup, il voulait justifier que Biden était un pédophile. Mais il faisait ça pour l'attaquer, évidemment, mais pour manipuler à travers les représentations. Qu'est-ce qui s'est manipulé à travers les représentations? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui s'est manipulé à travers de représentations? Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que ça puisse être? Ouais, voilà. Donner une image fausse de l'adversaire dans le but de choquer l'opinion publique. Influencer leur choix. Ouais, mais manipulation de la représentation, ça va. C'est ça, mais il faut aller un peu dans cette réflexion. C'est la bonne réflexion. Je regarde à côté parce que j'ai mon portable à côté. Ici, je vois les chats. Donc, oui, c'est la bonne réflexion, mais il faut pousser un peu plus. Hein, parce que c'est l'image qu'on crie, qu'on vend d'une personne, mais cette image, elle est construite. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle souvent en théorie de la communication, je vais taper ici à côté, de simulacre. Donc, voilà. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est ça que c'est intéressant. Bonin a bien remarqué une chose, c'est l'image construite. Donc, c'est même une compilation, cette vidéo. C'est même pas au moment. Vous voyez que c'est manipuler une chose, une image, une vidéo, quoi que ce soit, pour construire soit l'ennemi, soit ce qui doit être attaqué, ou soit pour nous construire en tant que bonne personne. Nous, on est tout le temps, à chaque instant, en train de construire des représentations de nous-mêmes.
Vous voyez? Ça veut dire que si vous me rendez des documents, euh, euh, par exemple des activités hors délai, hein, si vous faites, je sais pas, allez, je vais juste prendre un autre exemple. Si vous me rendez des documents hors délai, je dis que les délais c'était jusqu'à midi. Là, probablement, je dois avoir reçu de choses midi 10. Voilà. Forcément, je ne vais pas les accepter parce qu'il y a eu un délai. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en fait, moi, je suis en train de construire aussi votre image. Ça veut dire que si vous n'avez pas rendu la chose, une chose propre, hein, et dans les délais sollicités, vous êtes en train de construire votre représentation vers moi. Du coup, je vais avoir une idée de vous. Je vais faire une idée de vous. Vous voyez? Donc, évidemment, en tant qu'enseignant, on ne peut pas avoir cette idée. C'est parce que sinon, ça devient plus, ça devient plus l'objectif du cours. Hein, parce que sinon, on va vivre une vie de représentation. Moi, je suis là pour vous, entre guillemets, vous noter, vous juger, hein, mais dans les concepts de neutralité. Hein. Donc, les problèmes de la création des représentations, comme que Trump a fait par rapport à Biden, Bonin a bien fait remarquer ça. Hein, c'était une fausse image, mais c'était l'image que les gens ont achetée. C'est dégoûtant, il n'y a pas d'autre, c'est dégueulasse, si on peut dire, de voir ces genres de manipulation des représentations. Donc, là, c'est une chose très grave. Hein. Mais quand on parle de la pub dans la télé, hein, qui essaient de nous vendre un produit, hein, on va prendre la chose plus bizarre qu'il y a dans l'essence, les téléshopping. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les téléshopping? Pourquoi, quand il a la pub de machin pour les abdos, là, pourquoi ils ne mettent pas en petit gros, là, en train d'utiliser? Hein? Parce qu'ils veulent créer la représentation de la personne qui utilise ces machins. C'est quelqu'un qui a les abdos, les tablets du chocolat, voilà. Vous voyez? C'est la représentation, encore une fois. C'est l'image qui a construite. C'est ouf. Ah, j'adore ça. Je trouve ouf. Et si on prend, on analyse tout, on vit en fait dans un monde de représentation. On est tous, dans une certaine mesure, faux. Quand on sort, on essaie d'être une représentation qui des fois on n'est pas, on ne l'est pas. Vous voyez? Évidemment, il y a ceux qui veulent donner une représentation de soi-même, pardon, de soi-même. Des fois, ça peut choquer. Ça peut choquer. Mais cette personne, elle ne cesse pas d'être une représentation d'elle-même, mais peut-être que c'est une représentation plus fiable d'elle-même. Donc, même si c'est un peu plus choquant. On va bien cette définition. Je suis désolé d'être si longtemps dans une seule définition, mais je trouve que cette définition est tellement importante.
Et on voit tellement avec la campagne présidentielle de Trump, tout ça que... hein. Donc, on voit même, j'avoue que je suis pas très au courant de la situation qui est revenue là dans les médias, qui il est en rapport avec Sarkozy et les Libyens là qui a fourni 5 millions d'euros, un truc comme ça. Je ne suis pas au courant de tout, mais je sais qu'il y a eu un changement de posture de la personne de Liban. Donc, vous voyez que ça crée une représentation, ça donne des images. Donc, sûrement, on parle de beaucoup d'argent, on parle de 5 millions. Sûrement, il y a une campagne politique derrière, il y a quelqu'un qui a planifié tout ça. On devient un peu fou. Quand on commence à étudier les théories de la communication, on devient un peu fou au niveau de... On commence à se méfier de tout. Donc, c'est très intéressant dans ce sens. Donc, à partir de cette définition de propagande, on peut bien voir que c'est dans une perspective sociologique et dans la foulée d'une traduction expérimentale des sites behavioristes qui est né le schéma linéaire de Laswell. Et ces schémas, ils donnent la priorité aux études de l'effet et à ce qui doit en être la cause principale, c'est-à-dire les messages. On voit, quand on parle de la conception de la tradition behavioriste, c'est parce qu'il va encore travailler avec cette histoire de stimulus et réponse. Stimulus et les réponses. Vous voyez la proximité de la théorie hypodermique, mais lui, il va aller au-delà de la théorie hypodermique parce qu'il va construire un modèle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces schémas d'études gardent toute sa valeur pour l'étude de la communication politique, de la propagande et aussi de la publicité. On vient de discuter. Il ne faut pas oublier que Laswell, il était un scientifique politique, un politologue. Il a fait Sciences Po, en gros, en Chicago. Donc, voilà. Vous voyez. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, tout ça, n'hésitez pas à écrire, à participer. Voilà. Donc, voilà les modèles qui est à propos qui a proposé Laswell. Ça, c'est... Il n'a pas pris ça de nulle part. En fait, Aristote avait une formule très proche, mais qu'on ne sait pas pourquoi, jusqu'à ces moments-là, personne avait remarqué ou avait s'intéressé. Donc, il faut dire aussi que on sait que les années 1940, dans les années 40 et tout ça, on n'était pas très intéressé par les sciences humaines. Même aujourd'hui, les progrès scientifiques au niveau strict de terme, ça veut dire que les progrès scientifiques étaient alignés avec la mathématique, avec la médecine, avec la biologie, voilà. Avec l'ingénierie, voilà, tout ça. Par contre, franchement, les sciences humaines étaient tout en oubliées. Les grandes atouts de la théorie de la communication, c'est qu'elle a permis de redonner vie aux sciences humaines, à la sociologie, à la philosophie. Et une des preuves qu'on peut vérifier, c'est exactement les modèles de Laswell. Parce que là, c'était à la base une formule
presque pareil, un peu différent que Aristote utilisait. Donc, il a pris, il a changé quelque chose et il a utilisé, il a construit donc sa propre formule de la théorie de la communication. On dit en anglais qui sont les 5 W, parce que c'est who, what, which channel, to whom, with what effect. Donc, on dit que ce sont, en anglais que ce sont les 5 W. Sinon, en français, on dit qu'ils sont les 5 Q. Hein? Les qui, les dit quoi, par quel canal, à qui et avec quel effet. Ça, c'est les formules de Lazare. C'est ça, la formule. Et là, c'est que la grande astuce, en fait, c'est qu'il va chercher à complexifier. Ça veut dire qu'il va prendre chaque élément, ou les communicateurs, il va enquêter sur qui parle. Il va étudier ça, qui parle. Il va prendre aussi des messages. Quels sont les contenus? Vous voyez? Il va commencer à s'interroger sur tout ça. À partir de quel moyen? Par quel canal? Par quel média? Utilisant quel support? Vous voyez qu'il y a une ouverture. Ces modèles de communication, en fait, ils ouvrent à plusieurs voies de recherche. C'est ça la richesse de ce modèle. Le modèle de communication de Lazare, il a des défauts, bien sûr, on va le voir, mais c'est un modèle il ouvre aux recherches de chaque petite étape. Et à la fin, chaque petite étape devient une nouvelle discipline. Hein? Parce que les messages, hein, les dit quoi, par quel canal et à qui, ça, on voit effectivement les trois ensemble. Je pense qu'on peut voir bien le journalisme là-dedans, les cours de journalisme. Vous voyez? Donc, même pour les questions de discipline, c'est énorme. C'est énorme. Bon. Quand on parle de la première étape, les qui, hein, qu'est-ce qu'on doit observer quand on parle de qui? C'est donc l'analyse de la régulation. Hein. Donc, elle correspond à l'étude sociologique, d'où ou des milieux et organismes émetteurs. C'est-à-dire, c'est qui est en train de parler, qui est en train de faire ces discours. Les institutions médiatiques, leur organisation, leurs dirigeants, leurs journalistes. Hein. On analyse en particulier la motivation qui l'a poussé à communiquer. Vous voyez que ça se complique dans la mesure que n'est-ce pas forcément c'est qui parle qui est en train de parler. N'est-ce pas? C'est pas forcément celui qui est en train de parler là qui dit quelque chose. C'est là qu'on appelle on voit qu'il y a une sorte de délégation de voix. Quand les journalistes ils parlent, c'est pas forcément les journalistes qui dit. Hein? Parce qu'il y a une institution derrière. Il y a des entreprises derrière. Il y a quelqu'un qui a permis qu'il soit là pour parler. Vous voyez? Donc, ça peut être, on va dire,
on va dire que, par exemple, euh, techniquement, euh, quand Macron il parle il parle pas de lui-même. C'est pas Macron qui parle, mais c'est la République de la France. C'est la République française. Vous voyez? Donc, les sujets, les institutions, voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il est, ça correspond à l'étude sociologique. C'est qui est là, qui parle, qui donne la voix, quelles sont les interactions qui sont là-dedans. Mais est-ce qu'il est en train de parler de son point de vue ou il est en train de parler du point de vue de l'institution? Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, probablement, ben, j'imagine que beaucoup plus que moi, mais des interviews qui se passent dans la télé avec les chefs des hôpitaux, encore des hommes, des hommes de droit, des juges, voilà. En fait, suivant, ils se posent en deux positions différentes. Ils se posent dans une position de genre, voulez-vous que je réponde à cette question comme juge ou en tant que monsieur ou madame X? Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a soit la pression euh, d'une d'une institution derrière qui va conseiller un tel comportement, une telle prise de valeur, un tel positionnement, voilà. Soit il a c'est qui la personne, l'individu, il croit. Donc, quand il fait cette distinction, ça c'est clair qui parle. Hein. Est-ce que cette personne qui parle, c'est l'individu ou c'est le sujet? Ou quand on voit une affiche d'un film, par exemple, qui est qui parle dans l'affiche d'un film? Hein? Qui est en train de parler? Sont les réalisateurs. Vous voyez? Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, voilà. C'est très intéressant et c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que on dit qu'on analyse en particulier la motivation qui les pousse à communiquer. Aucune communication est naïve. Si on s'habille d'une telle façon, c'est parce qu'on veut communiquer quelque chose. Voilà. Vous voyez? C'est très intéressant. Quelle est l'intention précise de cette communication? Des fois, on a l'impression que c'est pour ça. On s'énerve souvent avec les discours de Macron, parce qu'on a l'impression qu'il tourne en boucle, qu'il parle, il dit rien, mais c'est ça. L'intention, elle est là. Si on ne voit pas, c'est parce qu'on veut pas la voir. Ah, mais ces mecs, il me fait chier, il tourne en boucle, et je sais pas quoi. Ben, écoute, c'est ça qu'il veut. Donc, pourquoi il veut tourner en boucle? Parce qu'il sait qu'il prend une décision publique en faisant tel discours, en faisant n'importe quel discours, c'est une chose très, très, très forte. C'est pour ça qu'il y a les ministres. Les ministres, ils servent aussi à partager le poids des décisions et de maquiller derrière l'intention précise des choses. Vous voyez?
Donc, c'est un peu la théorie complotiste quelque part. Mais voilà. C'est vraiment de jamais voir, plus jamais voir un discours, plus jamais voir un article dans un journal et de se dire là c'est dire que c'est ça veut rien dire en fait. Si on prend pourquoi on sait comment on sait qu'un journal il est plutôt à gauche et l'autre il est plutôt à droite, et quand on prend un journal celui-là, on voit qui a écrit, mais le journaliste qui a écrit, quelle est la partie créative du journaliste lui-même, quelle est la partie de la délégation de voix de l'entreprise du journal. En fait, c'est le journaliste, il écrit l'article, il parle. Mais il parle parce que l'entreprise a lui laissé parler. Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Vous voyez? Les grands problèmes aujourd'hui de réseaux sociaux, c'est exactement celui. Nous, en fait, on parle plus ouvertement des choses. Hein, on préfère les cacher, les choses, et en fonction de cela, on parle des choses sur un tel endroit où on sait qu'on peut parler. Vous voyez que ça se ferme à chaque fois plus dans une boule et on n'arrive plus à s'en sortir de cette boule. Donc, les buts de la communication, là, elle ne peut pas être définie donc, par les contextes de la communication, mais aussi par l'énoncé de l'objectif poursuivi. Vous voyez? Ça veut dire que quand on regarde qui parle, il faut regarder ce que la personne dit, et aussi ce qui est derrière, c'est que se communique avec l'énoncé, avec les contextes. C'est cette histoire de les journalistes, ils parlent parce que quelqu'un a lui laissé la parole. Umberto Eco, il disait que l'Internet a donné de la voix aux bêtes, aux bâtards, ou cons. Je ne sais pas comment il était traduit en français. Mais voilà, elle disait que l'Internet a donné des voix aux cons. Donc, vous voyez que c'est un peu ça. On va s'enfermer, mais dans des boules, parce qu'il y a un contexte de communication qui va nous permettre de parler des choses que normalement on n'avait pas parlé. Voilà. Donc, c'est ouf. C'est un contexte communicationnel il y a deux choses toujours à voir. Il y a avoir l'énoncé, c'est-à-dire ce que la personne a dit. Par exemple, si je vous dis, je vais au supermarché aujourd'hui, ça c'est l'énoncé. Mais du coup, il y a un contexte derrière. Ça veut dire que si je vais au supermarché aujourd'hui, c'est parce que peut-être j'ai besoin d'acheter quelque chose pour manger, ou peut-être parce que c'est vendredi, donc je vais faire l'apéro plus tard, je n'ai pas d'apéro à la maison. Voilà, donc il y a un contexte derrière qui fait que cet énoncé, il a été prononcé. Donc il a ces deux, dans ces cadres-là, qui dit la chose.
Donc, voilà. On voit qu'avec ces derniers points, en fait, on arrive déjà à avoir un aperçu de la deuxième étape. C'est les dit quoi. Hein. Quand on va faire une analyse d'une communication, d'un énoncé, d'un discours, on va regarder alors ces points-là. Hein, aussi. En fait, tous les points, toute cette formule, on doit les regarder. Soyons clairs. Donc, quand on parle de dit quoi, on parle exactement au niveau d'analyse du contenu du message. Hein. Donc, c'est ça rapport au contenu du message et à l'analyse de son contenu. Vous voyez que ce sont des choses différentes. Hein. J'espère que ce soit clair que on dit c'est rapport au contenu du message et à l'analyse de ce contenu. Ça veut dire que je peux, encore une fois, je peux dire que je vais au supermarché. Du coup, ça veut dire que les sujets, il va bouger d'un point A au point B. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ces messages qui me fait penser aussi que la façon de dire, la façon de construire la phrase, la façon que les rythmes, les timbres, l'intonation, la vitesse, voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment les contenus et l'analyse de son contenu. De quoi s'agit-il? S'interroge sur la nature de la communication. Quand on parle de quoi? Vous voyez? De quoi s'agit-il? Pourquoi il parlait ça? On revient toujours un peu au dialogue. C'est une théorie vraiment très... ça commence vraiment à être très très fin, la chose, l'analyse. Hein? Quelles sont les caractéristiques de message? Vous voyez, est-ce que c'est plutôt langage verbal, non verbal, c'est un langage mixte, voilà, il a fait, voilà, c'est ça. Comment décrire les sujets et l'angle du contenu abordé par l'émetteur? C'est s'y mettre là, à la place de qui va recevoir ces messages. Vous voyez, c'est très intéressant. Pour analyser les contenus, il faut se mettre à la place de ce que a reçu les messages. Tous les discours politiques, tous les politiciens font ça à la perfection. Donc, et là, on revient alors à qui? On revient à l'analyse du public. Hein? L'analyse du public, elle vise alors l'auditoire, c'est-à-dire les publics récepteurs ou ciblés par l'auteur du message. Hein? Encore une fois, qui dit quoi, à qui? Hein? Du coup, s'il a dit telle chose, est-ce que les messages qu'il a dit s'étaient orientés vers un public en particulier? Quel est ce public? Ou si c'était un message généraliste? Si c'est un message ciblé à un public, on va dire, assez large, pourquoi il a fait ça? Et pour ça, il a plusieurs stratégies. On retombe encore sur les stratégies de Trump. Trump, il utilisait les stratégies de travailler avec, de faire un discours général, hein,
comme si c'était pour tout le monde, mais suivant, il travaillait avec l'idée de vous à la maison, oui, vous que me regardez. Voilà, donc il utilisait des stratégies de discours pour la rapprocher, comme s'il lui parlait directement à une telle personne. C'est très intéressant. Franchement, c'est énorme. Bon, voilà. Donc, cette étude, en fait, de à qui il parle, commence à permettre d'évaluer les contextes sociologiques de public. Ça veut dire que les variables de l'âge, des sexes, même de instruction, voilà, tout ça nous permet alors de comprendre meilleur comment une telle partie de la société va réagir à un tel stimulus. On voyait que, bon, par exemple, concernant la théorie hypodermique, ce qui s'est passé, c'est que la théorie hypodermique ne faisait aucune distinction. Elle mettait tout ça dans le même sac et paye. Voilà. Elle s'en foutait. En gros, elle s'en foutait. Ouais. Donc, par contre, avec cette formule de Laszlo, ça se passe pas pareil. Donc, le but de faire cette division est particulièrement acquis. Voilà. C'est exactement de pouvoir marquer des profils de public. Dans ces cas-là, c'est très intéressant parce qu'on voit que peut-être la compréhension d'un tel sujet par ceux qui sont diplômés, c'est différent de la compréhension du même sujet par ceux qui ne sont pas diplômés. Vous voyez? Donc ça change. On commence à trancher d'une façon sociologique les contenus qu'on va parler. Et aussi, ça me permet aussi de vérifier comment on peut les identifier. Comment on peut identifier que la message a été bien reçu par celle-là, par ces publics. On va faire une tranche d'âge, de sexe, des formations. Comment on va travailler? Vous voyez que ce sont de classification sociologique. Par rapport à les publics, quelles sont les attentes du public? Quelles sont les valeurs du public? Les conditions sociales et psychologiques de leur réceptivité. Est-ce qu'ils, quand ils regardent un discours politique, ils sont chez eux? Pourquoi Macron, par exemple, il parle souvent 8 heures? Ou encore, pourquoi il parle 19h55? Parce que normalement, c'est l'horaire où la majorité des Français, ils ont déjà mangé. Oh, ils sont en train de manger. Vous voyez? Donc, on sait que quand on a faim, on râle de tout. Quand on a faim, et c'est un besoin tellement grand que on perd un peu la tête. Et donc, n'importe quoi qui vient au moment qu'on mange, ou avant qu'on mange, ça veut dire au moment qu'on a faim, notre réaction, ce serait complètement différente. C'est pour ça que les sages, les personnes sages, ils nous disent tout le temps, il ne faut pas prendre de décision dans deux moments de notre vie. Il ne faut pas prendre de décision quand on est trop contente ou quand on est trop triste. De la même façon qu'il ne faut pas aller au supermarché quand on a faim. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que moi j'ai faim. Et de toute façon, notre cours s'arrête. On n'a pas trop de temps pour développer les autres éléments. Dans ces cadres-là, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques, si vous voulez que j'apporte quelque chose de plus spécifique pour les cours prochains, voilà, concernant les points qu'on a déjà vus.
Bon, donc, Bonjour. bonjour. En fait, je voudrais savoir comment va se passer les examens, en fait. Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, là, j'ai eu un rendez-vous avec les coordinateurs du département les débuts de cette semaine. Et je parlais avec eux par rapport les examens en général, hein, pas que juste pour les masters. Mais malheureusement, on n'a pas encore de décision parce qu'on attend toujours un positionnement de l'université. Donc, on ne sait pas encore si on va faire en présentiel, ou à distance, quels vont être les modèles d'examen qu'on va faire. Parce qu'on attend un positionnement de l'université, même un positionnement par rapport à la crise sanitaire. Ça se trouve que à la fin du mois de novembre, on va être libéré pour pouvoir faire les examens en présentiel. Et comment on va faire? Est-ce qu'on va faire 50%, 50%? Est-ce que c'est possible de faire comme ça? Et malheureusement, si on fait 50%, 50%, pour les examens, on n'a pas tous les amphis nécessaires. C'est pas possible de garder la distanciation. Donc, c'est plutôt dans ce sens. On doit vraiment attendre les décisions. J'ai insisté dans la discussion que j'ai eue avec les coordinateurs pour pouvoir même vous donner une réponse au cas où. Mais là, malheureusement, on ne sait pas. Et pour ce cours, ce sera une dissertation ou un QCM? Non, pour ces cours, je pense que je vais mettre quelques questions et de choix multiples et d'autres questions que vous devrez disserter sur une telle problématique. Oui, il y a une autre personne qui voulait participer. Oui, monsieur. Est-ce que du coup, si vous avez plus d'infos, enfin, dès que vous aurez l'info de si c'est en présentiel ou en distanciel, nous passez l'info parce qu'en fait, l'an dernier, on s'est déjà fait bien avoir avec les grèves. On nous avait dit une semaine avant qu'on avait des partiels en présentiel et du coup, là, ce serait vraiment dommage si ça se répétait. Genre, on n'aurait pas un laps de temps immense pour réviser et du coup, ce serait vraiment dommage. Oui, oui, non, pas de souci. C'est bien de m'avoir signalé, en effet, parce que moi, je ne sais rien et dès qu'on sache quelque chose. Et encore une fois, les problèmes, c'est que c'est pas une question de département. Donc, c'est pas Alejandro et Antoine qui vont décider ça. Vous voyez, ça vient de la présidence de la présidence de l'université. Donc, vraiment, on est rendu là. On peut rien prévoir. De la même façon que vous, vous avez appris ça une semaine avant, j'imagine que eux, ils ont appris un peu sur les mêmes moments. Je ne suis pas sûr parce que j'étais pas là. Mais soyez tranquille que par rapport à ça, dès que j'aurai les informations, je vous écris, je mets en annonce sur les prêts, je parle avec vous. Moi, dès que je sache, je vous dis. Je vous dis. Mais voilà. Bon, donc je vous remercie de votre présence. Hein. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment agréable. Et je vous souhaite alors un bon week-end, un bon début de semaine aussi. Hein. Merci, Et monsieur. que vous soyez sages. Et au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. bon week-end. Au Au revoir. revoir. Bon week-end. Au revoir. À la semaine prochaine. Au Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.